tous et à toutes. Ici Jean-François Palomino de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne de la série Mémoire de papier. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Roy, un homme aux intérêts multiples et au parcours impressionnant, à la fois historien, écrivain, journaliste. Jusqu'à tout récemment, il était président-directeur général de BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il a fait paraître plusieurs essais et romans, dont le plus récent est le roman d'anticipation Shanghai 2040. Au tout début de sa carrière, il y a 50 ans environ, Jean-Louis Roy a mené des recherches approfondies sur le libraire montréalais du 19e siècle, Édouard Raymond Fabre. Cette recherche demeure une référence pour tous ceux et celles qui s'intéressent à l'histoire du livre au Québec et au Canada. Nous avions trouvé que le sujet était tout à fait approprié pour la série Mémoire de papier. Nous l'avons programmée avant la pandémie et elle se tient enfin aujourd'hui. Alors, Jean-Louis Roy, bonjour. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci Jean-François. Bonjour à vous et à tous ceux qui sont avec nous. Alors, Jean-Louis Roy, commençons tout de suite parce que nous avons beaucoup de contenu à présenter à nos auditeurs. Avec une première question, nous avons à l'écran la page couverture de votre livre paru en 1974 aux éditions Urtubise. Il s'agit du fruit d'une thèse de doctorat réalisée à l'Université McGill. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler un peu du contexte dans lequel vous avez mené votre recherche qui a abouti à ce livre? Il y a aussi sur l'écran, Jean-François, le texte, un court texte, un extrait de l'historien français Yvan Jablonka. On ne peut pas raconter l'histoire comme si on était sur une autre planète. On est aussi l'histoire qu'on raconte. D'abord, je voudrais vous remercier, vous, Jean-François, remercier les équipes de BANQ, les Archives nationales, Bibliothèque nationale, qui se sont mobilisées pour nous aider à préparer cette intervention. Ce soir, trouver les documents d'époque, les gravures d'époque. On va voir, en même temps que je parle, défiler toute une série d'images magnifiques qui ont été trouvées par les équipes. Donc, je voudrais les remercier. Ça me rappelle aussi, quand j'ai fait ce travail, j'avais fréquenté 14 archives nationales un peu à travers le monde, aux États-Unis, en France, au Canada, au Québec, en Belgique, ailleurs, des archives privées de toutes sortes d'institutions ou d'individus, et des grandes bibliothèques aussi, donc je crois 5 bibliothèques nationales, pour aller chercher tous ces petits morceaux et qu'on espérait finalement, auxquels on espérait donner du sens, si on pouvait les rassembler d'une façon qui soit crédible et vérifiable. Donc, c'est un travail formidable de se retrouver avec ces gens instruits, compétents, qui connaissent plein de choses sur le passé et qui nous aident à trouver ces morceaux dont je viens de parler. Eh bien, oui, le climat du temps, écoutez, c'est une période absolument bouleversante. Le milieu des années 60, le début des années 70, d'abord, c'est la décolonisation. Peut-être le plus grand événement de l'histoire du XXe siècle, puisqu'un peu plus que la moitié de la population du monde, en l'espace de quelques années, a retrouvé la capacité de se gouverner elle-même. Presque toute l'Afrique, une grande partie de l'Asie, certains pays de la Caraïbe. C'est un événement absolument considérable qui a été préparé de longue main avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre, etc. Et qui a un impact au Québec. Il y a un impact au Québec. Il y a des livres qui sont publiés. Jean-Marc Léger, par exemple, écrit un livre qui va être lu partout, en Europe, en Afrique, Afrique française, Afrique nouvelle. Les grandes revues, Cité libre, Parti pris, Socialisme, Le Devoir, publient des textes de ceux qui réfléchissent à l'impact de la décolonisation des pays francophones en particulier, intéresse ici l'Algérie, mais aussi l'Indochine et toute l'Afrique subsaharienne francophone. Contexte international, donc décolonisation. Au moment où tout ça se passe, il y a aux États-Unis la guerre du Vietnam qui n'est pas un autre événement,
qui est la première grande défaite des Américains. On vient d'en vivre une avec l'Afghanistan. C'est une très grande défaite. Les Américains ont envoyé près d'un demi-million d'hommes au Vietnam et ils sont repartis en laissant leur ennemi en situation de reprendre tout le territoire, un peu comme on vient de voir en Afghanistan. Il y a une extraordinaire mobilisation aux États-Unis contre la guerre au Vietnam. Et puis, c'est la période terrible et les assassinats de Martin Luther King, de Robert Kennedy, des émeutes raciales dans 125 villes américaines, et le président Johnson qui, devant tout ça, se rend compte qu'il ne peut plus circuler dans les États-Unis et qui annonce qu'il ne fera pas un second mandat. On est dans ce contexte-là. Le Canada, lui, le Canada est dans une drôle de situation. Le Canada, le monde se décolonise et le Canada ne peut pas amender sa constitution. La constitution du Canada, pour l'amender, il faut s'adresser au Parlement de Londres. Ça ne marche pas. On cherche des formules, on appelait ça la formule Fulton-Favreau à l'époque, pour amender la constitution du Canada. Au Canada, on n'arrive pas à s'entendre. Le Québec est en pleine révolution tranquille. Et le mouvement souverainiste québécois émerge, le Rassemblement pour l'indépendance nationale de Bourgault, ensuite Option Québec de M. Lévesque. Et là, il y a toute une série d'événements au Québec extraordinaires. Je vais simplement les rappeler rapidement. Mettre chez nous Jean Lesage, égalité ou indépendance de Daniel Johnson, création du mouvement Souveraineté Association par René Lévesque avec la publication d'un livre qui a beaucoup marqué, qui s'appelle Option Québec. Ensuite, il y a l'élection du Parti québécois plus tard, mais ils sont déjà dans les campagnes électorales. Au même moment, le gouvernement du Canada, et qui voit tout ça se passer sous ses yeux, prend conscience de l'immense difficulté dans laquelle le pays se trouve et décide de créer la commission Laurent-Dunton, commission sur le bilinguisme et le multiculturalisme. Et le premier ministre du Canada, quand il va rendre public les résultats de cette commission, notamment coprésidée par André Laurendeau, le rédacteur en chef du Devoir, un esprit absolument étonnant, magnifique. Le premier ministre lit la première ligne du rapport. Le Canada vit la plus grande crise de son histoire. Donc, c'est un moment troublé. Dans les milieux intellectuels, au Canada anglais, au Québec, on ne sait plus trop, on débat beaucoup du pays, des questions que je viens d'évoquer sur son plus grande indépendance pour le Canada. Mais je suis à McGill. Je cherche un sujet de thèse de doctorat. Et puis, je suis entouré de tous ces débats-là. Et au même moment, tous ces débats ont quelque chose en commun. Ils plongent loin leurs racines dans l'histoire. Il n'y a aucun des débats que je viens d'évoquer, que ce soit le livre de M. Lévesque, le livre de Robert Bourassa, le livre de Daniel Johnson, que ce soit la Révolution tranquille, on remonte la Deuxième Guerre mondiale, la conscription, les gouvernements nationalistes du Québec, comme celui d'Honoré Mercier, finalement on remonte création de la Fédération canadienne et rébellion de 1837, les événements du milieu du 19e siècle. Au même moment, l'école des Annales, qui est une grande philosophie de l'histoire, comment on doit écrire l'histoire, prend racine chez nous. Il y a un certain nombre d'historiens québécois qui s'intéressent à cette vision d'une histoire qui ne soit pas que politique, qui soit aussi sociale, qui soit aussi économique, qui soit aussi urbaine, qui soit aussi l'histoire de l'industrialisation. Il y a tout un grand mouvement qui est conduit en France par Lucien Febvre et Marc Bloch, qui arrive chez nous et qui commence à avoir pas mal d'impact. Et quand on parle d'histoire au Québec, on parle de plus en plus d'histoire économique, d'histoire sociale, etc. Et puis, il y a l'école de bibliothéconomie de l'Université de Montréal, un regain extraordinaire autour de Marcel Lajeunesse et d'un certain nombre des jeunes de l'époque. Et il y a un collègue de McGill qui s'appelle Jean-Pierre Chalifou, qui est dans ce groupe-là. Et c'est tous ces gens-là et tous ces débats-là qui m'amènent à m'intéresser à 1837, à la Rébellion de 37,
et à une question en particulier. On avait fait beaucoup l'histoire politique de la rébellion de 1837. Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver si on se met à chercher pour l'histoire économique de la rébellion de 1837? Je voudrais simplement dire au sujet du livre, c'est vraiment une vogue. Gilles Galichon, Yvon Lamonde, Patricia Fleming, John Hare, Jean-Pierre Wallot, tous les grands noms de l'époque s'intéressent à l'histoire de l'édition, à l'histoire des publications, etc. C'est nouveau à ce point-là. Et tranquillement, ça va m'amener à m'intéresser, on y reviendra, à l'histoire du livre et à l'histoire d'une librairie, la première librairie française de Montréal. Alors, Voilà. merci. C'est parfaitement résumé. Vous avez réussi à nous plonger 50 ans en arrière. Un autre tour de force serait de nous renvoyer plus loin encore, donc à l'époque de Fabre, en nous décrivant les grandes lignes de la situation politique et démographique de Montréal il y a, disons, 200 ans. Écoutez, je vais être beaucoup plus bref parce qu'on va parler de ça pendant toute notre rencontre, mais quand même, il y a des événements dans la période auxquels il faut faire référence pour comprendre un peu. Il y a un certain nombre d'événements, et puis je voudrais dire un mot de la démographie aussi. D'abord, il y a le blocus continental contre l'Angleterre en Europe en 1808. C'est une vraie guerre économique contre le continent, et c'est la France qui mène le jeu, versus la Grande-Bretagne. Ça se répercute en Amérique du Nord. La Grande-Bretagne, c'est nous, à l'époque, en Amérique du Nord. C'est le Canada, le Haut et le Bas-Canada et les territoires qui vont jusqu'au Pacifique. Et puis, il y a les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis prennent parti pour la France dans cette affaire du blocus. Les Anglais le ressentent vivement et attaquent les États-Unis. Et c'est la fameuse guerre je la résume vraiment beaucoup, c'est la fameuse guerre de 1812. Mais cette guerre, elle va se rendre jusqu'au port de Montréal. Les Américains vont saisir la ville de York, la ville de Toronto, ils vont se rendre jusqu'à Châteauguay, tout près de là où on est, en quelque sorte, et avec l'idée d'annexer, les Américains d'annexer les territoires britanniques de l'Amérique. En même temps, il y a des guerres très importantes en Asie qui impliquent aussi la Grande-Bretagne, la première guerre de l'opium, qui va avoir un impact jusqu'à aujourd'hui sur la Chine, sur la compréhension que se fait la Chine de son rapport avec l'Occident. Et en Afrique, il y a la guerre des Boers, c'est la première guerre des Boers, où les Boers, les Blancs, à la fois les Hollandais et les Britanniques, chassent les Bantous et occupent l'Afrique du Sud. Et c'est le début de toute la grande saga qui va mener jusqu'à Nelson Mandela, jusqu'à l'apartheid, etc. Donc, un monde très agité. L'agitation du monde, on est très loin, nous, en Amérique du Nord, mais pour une fois, l'agitation du monde est aussi chez nous. La répercussion des conflits en Angleterre et en Europe et en Angleterre n'est pas simplement au titre de l'information, de l'économie en général. Il y a des batailles sur notre territoire. On est donc dans ce grand mouvement de réajustement de la cartographie géopolitique du monde. Je voudrais dire un mot de la démographie parce qu'on va parler beaucoup de Montréal, on va parler de l'histoire de Montréal. L'histoire qu'on va se raconter, c'est l'histoire d'une personne, bien sûr, Édouard Raymond Fabre, d'un individu, mais c'est un individu dans une ville qui est Montréal, c'est un individu dans une communauté qui est le Bas-Canada, et c'est un individu qui est dans le monde puisqu'il va maintenir et développer des liens avec le continent, des liens avec la France. Quelle est la démographie? Vous l'avez affiché au tableau, c'est très bien. Eh bien, dans le monde, il y a à peu près 1 milliard de personnes, dans le monde entier. C'est important d'avoir ça à l'esprit. L'Europe est très peuplée. Aujourd'hui, c'est l'Asie qui est très peuplée. À l'époque, l'Europe est très peuplée, 20% à peu près de la population mondiale. Vous avez sur le tableau entre 1820 et 1840. Les États-Unis ont, en 1840, 12,8 millions d'habitants. Donc, on parle des États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis d'aujourd'hui. Il faut avoir ça vraiment à l'esprit. Le Haut-Canada et le Bas-Canada, ensemble, font à peu près 580 000 habitants. En 1820, ils font
475 000 et ils vont faire 1 million en 1840. Une croissance spectaculaire en 20 ans. Une croissance absolument extraordinaire. Donc, Fabre vit dans un environnement où la croissance de la population est spectaculaire. Et vous voyez les autres villes, on avait les noms, on peut passer rapidement. Boston avait 43 000 habitants en 1820, Montréal, voilà. On a des formidables images que nos collègues ont trouvées de ce à quoi ressemblait la ville dont on va parler entre nous toute l'heure qui suit. C'est d'abord un port très, très important. C'est ce qu'on appellerait le vieux Montréal aujourd'hui. Quand McGill s'est construit, c'était à la campagne. L'université McGill, c'était en pleine campagne. Et là, on voit les clochers qu'on reconnaît de Bon Secours, l'église à côté du marché Bon Secours aussi. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur le contexte de Montréal et de la démographie du temps. Excellent, merci. Alors, passons maintenant à Fabre, le bourgeois entrepreneur. Nous avons à l'écran 2 documents. L'un est textuel conservé à BNQ, l'autre iconographique aujourd'hui au musée McCord. Le premier, daté de janvier 1824, est signé d'Édouard Raymond Fabre. Il s'agit d'une lettre circulaire qui annonce la création de son entreprise, la Maison Fabre. On y évoque l'acquisition du fonds de commerce d'Hector Bossange et la mise à disposition de capitaux et de relations intimes qui vont permettre à Fabre de faire venir des marchandises d'Europe. Pour lui, c'est le début d'une grande aventure commerciale alors qu'il n'a que 24 ans. Le second document est le portrait en lithographie de Fabre. Il a 44 ans. On y aperçoit un homme qui semble sûr de lui, élégamment vêtu, mais sans artifice, portrait d'un homme d'affaires qu'on devine prospère. Cette lithographie a été imprimée à Paris en 1843, alors que Fabre est en voyage d'affaires. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre en contexte ces 2 documents en rappelant les origines de Fabre et les principaux jalons de sa vie qui ont précédé et suivi son entrée dans le commerce du livre, son mariage, par exemple, ses relations d'affaires, etc. Écoutez, il y a un mystère dans toutes les vies humaines. Je vais parler de personnages très particuliers, puisqu'il est, bien sûr, montréalais, il est d'ici, il est du Bas-Canada, mais toute sa vie, il va être aussi très en lien avec la France. C'est même assez étonnant, puisqu'à la conquête, en 1760, 51-60, son papa est arrivé ici en 1745, donc quelques années avant la conquête. Il y a certainement comment dire, dans leur conversation, une narration de ce moment. Il arrive juste avant la conquête. Il y a la conquête, il y a évidemment la prise de Québec, il y a la prise de Montréal, il y a eu la déportation des Acadiens, il y a eu plein de choses. Fabre va vivre un petit peu les 2 mondes. Je ne dirais pas qu'il est des 2 cultures, il est vraiment d'ici. Mais il y a toutes sortes de raisons qui font qu'il est des 2 mondes. D'abord, il y a une sœur aînée, Julie Bossange, qui va passer toute sa vie, qui va marier. Elle s'appelle Julie Fabre, mais elle devient Julie Bossange parce qu'elle marie un Français, Bossange. Et c'est Bossange, ce n'est pas n'importe qui, c'est parmi les plus grands libraires et éditeurs de Paris à l'époque. Et elle va aller vivre chez son mari en France. Et c'est parmi les êtres auxquels Édouard Raymond Fabre était le plus attaché. Il va avoir une très importante correspondance avec elle. Et voilà. Deuxièmement, Fabre va soutenir ses enfants. Il souhaitait que 2 de ses enfants étudient en France. Ça n'a pas pu se réaliser pour les 2. Ça s'est réalisé pour son fils aîné, qui va devenir plus tard archevêque de Montréal. Et donc, il y a aussi, par rapport à l'éducation, sans doute un jugement de valeur. Là. Il souhaite, et c'est coûteux, c'est complexe, mais que ses enfants puissent étudier en France. Et il n'y a que son aîné qui va le faire, mais quand même.
Ensuite, il va créer sa maison d'affaires. C'est un entrepreneur. Fabre, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui, très tôt, autour de 1819-1820, s'est vu comme un patron de quelque chose. Et voilà pourquoi il va quitter Montréal, va aller à Paris, va apprendre le métier de libraire. Il a l'esprit pas d'être libraire engagé par une grande maison, il a l'esprit de créer sa maison, de revenir à Montréal et de créer sa maison. Et il va la créer. Et il va la diriger pendant 33 ans. Il va créer une petite chose qui va développer. Il y a plein de partenaires qui vont s'ajouter à lui. D'abord, ce Français, Hector Bossange, dont j'ai parlé un peu tantôt. Ensuite, il va s'associer avec Perrault, qui est son beau-frère, qui est un imprimeur. Ensuite, il va retrouver la pleine propriété de l'entreprise. Ensuite, ça va devenir une nouvelle association, la Société Fabre et Gravel. 33 ans. C'est une maison de librairie, c'est une librairie. Mais quelqu'un me faisait observer ces derniers jours, sa librairie ressemble beaucoup aux librairies d'aujourd'hui. On y vend beaucoup de choses. On y vend beaucoup de livres, mais pas seulement des livres. On y vend toutes sortes de bibelots, toutes sortes de gravures, de cartes, de toutes sortes. On va y revenir un peu plus tard. Mais c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui crée, qui achète une entreprise qui est en difficulté, qui la met à niveau, qui réussit à en faire un succès économique manifestement. Fabre, on disait de lui qu'il était l'une des grandes fortunes de Montréal, alors que quand il est arrivé à Montréal, son premier boulot, il était commis dans une quincaillerie chez Webster. Il n'avait pas beaucoup d'éducation formelle et il en voulait beaucoup pour ses enfants, mais lui, il n'en avait pas beaucoup. Donc, on est devant quelqu'un qui a un projet et qui réussit son projet. On est devant quelqu'un aussi qui va connaître une ascension sociale très importante. Il va se joindre à la famille Perrault. Il va marier la fille Perrault, Luce Perrault, une femme très entreprenante. Tout ce qui est social à Montréal, elle est mêlée à ça. Les hospices pour personnes âgées, les maisons d'éducation pour les filles abandonnées. Il y a plein d'œuvres. Les communautés religieuses ne sont pas encore arrivées. Elles vont arriver vers 1840, 1850. Je dirais, c'est les laïcs qui s'occupent beaucoup des questions sociales. Et Guette Lapointe-Roy fait un livre remarquable sur l'aide sociale dans la période. Et on voit que Luce Perrault, qui est la femme de Fabre, elle est un peu comme son mari. Elle est dans toutes les bonnes œuvres, en quelque sorte. Cette famille, elle est intéressante à plusieurs égards. D'abord, il est un libraire et il marie une famille dans laquelle il y a un imprimeur. Ce n'est pas inintéressant. Cette famille, elle est très liée au mouvement des patriotes. Et jusque-là, jusqu'à son mariage en 1826, on n'a aucune idée que Fabre va s'intéresser aux objectifs du Parti des Patriotes, va devenir l'un de leurs plus importants partenaires, associés. On va parler de ça en détail un peu plus tard, mais l'ascension sociale de Fabre passe beaucoup par ce mariage. Son entrée dans la famille Perrault, il est maintenant associé donc avec des gens qui sont un peu dans son domaine. Le fameux Louis Perrault, l'imprimeur, était notamment connu pour l'impression des livres scolaires. C'est Fabre qui va les vendre éventuellement. Donc, il y a quelque chose qui renforce sa maison de commerce. Et puis plus, évidemment, ce qui va être absolument déterminant dans toute sa vie, son lien désormais avec les patriotes. C'est un entrepreneur efficace, c'est un entrepreneur habile, qui fait plein d'associations. C'est un entrepreneur qui a des ambitions pour son entreprise, mais aussi pour sa famille. Il y a toutes sortes de textes, on n'aura pas le temps de les citer, où il parle de ses enfants, où je le disais tantôt, il veut la meilleure éducation possible pour eux. Il va envoyer son fils aîné, je l'ai dit, étudier en France. Il va s'assurer que sa fille Hortense
est hautement scolarisé, avec des précepteurs privés, etc., etc. Et les trois enfants les plus célèbres de la famille, l'un va devenir, Édouard Charles va devenir archevêque de Montréal, l'un des personnages importants de l'Église de la deuxième partie du 19e siècle au Bas-Canada. L'autre, Hector Fabre, est un grand journaliste, un très grand journaliste, un écrivain. Il va être le premier représentant du Canada et du Québec conjointement à Paris, une espèce d'ambassadeur avant le terme. Et sa fille, Hortense, va marier Georges-Étienne Cartier, qui va devenir l'un des tout premiers hommes politiques du début du Canada, à la fin des années 1850, 60 et la Confédération en 1867. Fabre se crée dans le temps. Son entreprise, c'est le cœur de sa vie. Ces projets qu'il avait, il va réussir à le mener à terme. Il se crée une vie personnelle très confortable. On a des descriptions dans l'inventaire des biens après décès de sa maison sur la rue Craig. Il est très, il est très, très heureux d'avoir une des plus grandes maisons privées de Montréal, etc., etc. Et pour sa librairie, il y a un texte où il nous dit qu'il veut avoir une maison d'affaires qui soit aussi belle que les maisons d'affaires de Paris, qui ait les mêmes grandes vitrines, les mêmes ornementations, etc. Et son cercle, tranquillement, s'agrandit aux parlementaires, au Callaghan et sa famille, qui était le rédacteur en chef du Vindicator, dont Fabre est très propriétaire, puisqu'il va être propriétaire de plusieurs journaux. Il va s'associer à la famille Chérier, ou à la famille Vigée, à la famille Morin, à la famille Laffitte. Mais ça, c'est en France, c'est le régent de la Banque de France. Ça va l'aider dans ses crédits. Il va organiser les rencontres de l'île Bizarre, où tous ces leaders se parlent de leurs projets. Et évidemment, il va se lier d'amitié, une amitié extrêmement constante, extrêmement fidèle, extrêmement active aussi avec Louis-Joseph Papineau. Alors voilà le bourgeois entrepreneur qui organise sa vie et qui va, on va y revenir j'imagine tout de suite, qui va faire de sa librairie le centre de sa vie professionnelle à lui, mais le centre aussi de la vie politique des patriotes. Exactement, vous faites très bien le lien, Jean-Louis Roy, avec le prochain segment qui est Fabre, le libraire. Alors, pour pouvoir vous familiariser avec toutes les facettes du libraire Fabre, vous avez fait appel à de multiples sources, notamment la correspondance, vous en avez parlé, avec sa famille, sa sœur aînée, ses amis, ses partenaires financiers, qui est conservée essentiellement à BANQ, mais aussi les catalogues de vente que Fabre a publiés en 1830, 1835, 1837 notamment, les journaux d'époque également, dans lesquels Fabre plaçait des encarts publicitaires. Enfin, deux pièces maîtresses de votre thèse, un journal de voyage de Fabre à Paris en 1843, qui est aujourd'hui conservé, qu'il était à l'époque de votre recherche, conservé à l'Université McGill. Et enfin, l'inventaire après décès que vous avez évoqué de Fabre, donc conservé dans le greffe de Casimir Fidèle Papineau à BANQ. Alors, pouvez-vous nous donner, c'est une question très large, les grandes lignes de ce que vous avez découvert en analysant ces diverses sources, à la fois sur la marchandise vendue, les fournisseurs, les clients, la façon pour Fabre de satisfaire sa clientèle et d'affronter la concurrence? C'est une partie extraordinairement intéressante de l'histoire de cet individu que sa librairie. C'est sa réalisation. C'est son ambition, c'est sa réussite aussi. J'aurai un beau magasin, écrit Fabre, aussi beau qu'aucun des magasins de livres que l'on voit à Paris. Façade, châssis, comptoir, tablette, tout est dans le genre français. Je veux que mon établissement soit remarqué par tous les étrangers qui visitent le Canada. Voilà ce qu'il écrit
à son fils dans une lettre de 1844. L'entreprise est située, je dirais, au centre vibrant de Montréal. Dans un premier temps, l'entreprise est située en face du palais de justice. Ensuite, il va se déplacer tranquillement. Je pense qu'on peut le suivre presque sur la carte, sur la rue Saint-Vincent, la troisième porte de la rue Saint-Vincent. Il est très fier je viens de lire son texte, il est très fier. Et puis, il appelle sa maison la librairie française. Il appelle la librairie française. Ça a l'air tellement facile. Il faut avoir à l'esprit qu'à l'époque, faire du commerce entre Montréal et la France, c'est une entreprise extrêmement difficile. On fait du commerce entre Montréal et Londres, on fait du commerce entre Montréal et Leeds, Montréal et Manchester, avec la puissance coloniale les banques sont là, le crédit est là, les bateaux sont là, les douanes sont là. Lui, il achète en France, il faut que ça parte de France, que ça aille en Angleterre, que ça soit dédouané, c'est coûteux, tout ça est très compliqué. Et ensuite, d'Angleterre vers New York, ou vers Québec. Et puis, tout ça est extrêmement compliqué. Il va créer un très grand réseau commercial entre Montréal et un grand nombre de maisons françaises. Et quand on le dit comme ça, c'est très simple, c'est un labeur constant. Il va aller lui-même en France. On vient d'évoquer 1843, où il a fait le voyage en France, mais il va envoyer ses associés aussi en France, rencontrer les éditeurs français, négocier des marges de crédit, acheter, voir ce qui s'en vient au niveau du livre, mais aussi, on va y revenir tout de suite après, comme j'ai dit tantôt, il achète aussi toutes sortes d'autres produits qu'il met en vente à Montréal. La marchandise. On est assez chanceux parce qu'on a des relais pour voir un peu évoluer la marchandise. On a des catalogues. On a les 3 grands catalogues, et puis ensuite, on a l'inventaire des biens après décès. Et ça se répartit à peu près correctement aussi dans le temps. Donc, on peut voir l'évolution de la marchandise. Les 3 catalogues 1830, 1835 et 1837. 3 catalogues. Ensuite, on a l'inventaire 20 ans après, en 1854, un peu moins que 20 ans après, 17 ans après. Ce qui est intéressant d'observer, c'est dans la marchandise, qu'est-ce qu'il importe faire? Parce que très largement, ce qu'il vend est importé. Même s'il y a une production montréalaise, on va y revenir un peu plus tard. La progression du livre religieux. Entre les contenus du catalogue de 1830 et puis celui de 35, celui de 37 et puis l'inventaire des biens après décès, le livre religieux occupe ça va de 23% de ce qu'il offre à 53%, 23% en 1830 et 53% au moment de l'inventaire en 1854. Les lettres et la philosophie. Donc, il importe beaucoup de livres religieux. C'est assez intéressant parce qu'il n'est pas tout à fait religieux lui-même. Il a beaucoup de réserves sur la vocation de son fils et il va l'exprimer. Il va être assez rude, d'ailleurs, sur le jugement qu'il porte sur les ecclésiastiques. Il les trouve assez ignorants, il les trouve assez vils, et il écrit. Et bon, en même temps, c'est le Québec le Bas-Canada tel qu'il est à l'époque. Il y a une carte qu'on va voir, je pense, un peu plus tard. Tous les villages, les paroisses sont en lien avec la librairie. Donc, le livre religieux est très important. Le livre lettres et philosophie, aussi important, mais en diminution. En 1830, dans le premier catalogue, les livres lettres et philosophie représentent le quart, 25,6% de ce qu'il offre. Ça se maintient plus ou moins en 35 et en 37. L'inventaire de
54-55. Là, ça chute à 6,9%. Le manuel scolaire, évidemment, est très important. Tout ce qui est autour de la pédagogie. Dans l'inventaire de 1854, pardon, tout ce qui est lié au monde scolaire, les manuels, la pédagogie, etc. 33,6% de l'inventaire, dont 12% sont importés de France. On pourrait continuer comme ça. La jurisprudence qui occupe une grande place au début, dans le premier catalogue de 1830, diminue. L'histoire et la politique, même chose, ça occupe une assez grande place au début, 18%. À la fin, c'est à 13,2%. Et puis, assez intéressant, se maintiennent les techniques de métier pour 38 métiers qu'on peut identifier dans toute son offre à lui. Ça se maintient, c'est même un peu en croissance. On le disait tantôt, on a des exemples des ouvrages qu'il importait, des ouvrages, des catalogues aussi. Alors, ils vendaient, on a vu tantôt ces choses-là, ils vendaient de la publicité dans les journaux, ils vendaient des calendriers, ils vendaient des cartes géographiques, ils vendaient des chapeaux de soie. Et ça, il était très fier. Il allait à Lyon, il envoyait ses représentants montréalais qui allaient en Europe ou ses représentants européens à Lyon acheter les tissus de Lyon qu'il revendait à Montréal et un peu aussi à New York. Et il importait des fromages de gruyère, de l'absinthe suisse, du kirsch. Alors, on était dans certaines de nos librairies actuelles où on peut presque faire nos épiceries. Donc, les livres achetés en France, ça représentait à peu près près de 50% de ces achats européens. Et le reste, l'autre 50%, c'était tout ce que je viens d'énumérer, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné en faisant ce travail et en me promenant en Europe pour trouver ces fournisseurs européens, d'abord, ça m'avait immensément impressionné, le fonds Q10 à la Bibliothèque nationale de France, c'est sur l'édition au 19e siècle. Si vous voulez savoir qu'est-ce que les Bossanges ont fait dans la vie, qu'est-ce que Gaume a fait dans la vie, qu'est-ce que Curmer a fait dans la vie, qu'est-ce que Aubert, les grands éditeurs du temps, la Société des bons livres de Bordeaux, il y a une immense documentation dans le fonds Q10 de la Bibliothèque nationale de France. Et j'ai eu la chance, on voyait dans les catalogues de Fabre et de la librairie de Fabre et dans l'inventaire après décès les noms des éditeurs, donc d'aller fouiller pour retrouver leur propre catalogue à eux, qui c'étaient ces maisons-là. Évidemment, deux fois sur trois, c'était des éditeurs catholiques, notamment la Société catholique des bons livres de Paris, où il faisait beaucoup d'achats. Il y avait aussi des fournisseurs canadiens, je l'ai mentionné tantôt, dans le domaine du livre scolaire. Il y avait la maison Nelson et l'imprimerie Fréchette de Québec, qui quand même avait 48 titres à un moment donné dans un des catalogues de Fabre. Donc, il était au courant de ce qui se produisait à Québec. Puis, il avait ses propres publications à lui aussi. Qui sont ses clients? On voit quelle est la marchandise, d'où ça vient, tout ça. Et puis qui sont ses associés d'affaires en Europe. Vous savez, il y a certaines maisons avec lesquelles je pense à Bossanges, bien sûr, mais aussi Aubert, mais aussi Curmer et Gaume. Il était en lien presque un quart de siècle avec eux, ce n'est pas rien. On est au 19e siècle à Montréal, on doit passer par Londres, j'ai expliqué tantôt, et il reste très en lien avec tous ces gens-là, et parce qu'il avait comme un... Mes enfants disaient, je ne sais pas si c'est encore un mot à la mode, un kick pour Lyon et pour les soyeux de Lyon. Il aimait, je l'ai dit tantôt, les producteurs de soie de Lyon. Et je suis allé voir les producteurs de soie de Lyon et j'ai eu... Les joies de la recherche sont des fois des joies très simples mais très réelles. J'ai trouvé dans certains des inventaires des soyeux de Lyon l'adresse d'un libraire de Montréal, Édouard Raymond Fabre. Ils avaient fourni à Fabre, et c'était encore dans les textes qu'ils avaient conservés de leur clientèle à l'international.
Fabre publie peu, mais il publie, je l'ai mentionné, quelques titres par année. La clientèle, c'est le grand public, ses amis dont on a parlé tantôt, les avocats, les notaires, les députés, les médecins, les professionnels, les religieux. Une clientèle religieuse importante, c'est la clientèle scolaire, évidemment. C'est la clientèle institutionnelle. Je pense qu'on a des cartes, je ne sais pas si c'est à ce moment-ci qu'on les voit, voilà, des clientèles en dette avec la maison Fabre et Gravel au moment de l'inventaire des biens après décès. On peut voir quand même que les liens que Fabre entretenait avec les habitants du Québec sont très, très répandus sur la quasi-totalité. À ce moment-là, l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean, tout ça n'est pas encore occupé, va l'être, mais n'est pas encore, mais autour le long de la vallée du Saint-Laurent, de certaines rivières, etc., où il y a la Richelieu, par exemple, où il y a des habitations, des paroisses, il y a des clients très importants. Le nombre de ces clients est impressionnant. Ça, c'est les clientèles en dette. On a aussi les institutions, je crois, en dette, les fabriques et institutions en dette. Et là aussi, je trouve que la carte est très impressionnante. Ça veut dire que notre ami Fabre, avant que ce soit la mode dans le langage, savait comment organiser des réseaux, comment organiser ces réseaux en Europe, d'achat. Une fois qu'il avait acheté, il fallait que d'autres intervenants livrent, alors, adressent tout ça, passent les douanes, etc. Il savait comment organiser ça et il savait manifestement comment organiser la distribution du livre sur le territoire de la Nouvelle-France. C'est assez bizarre, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se posent la question, est-ce qu'il était du côté des libéraux, du côté des très conservateurs, du côté du cléricalisme? C'est un commerçant. Il savait où était sa clientèle. Donc, on peut dire que dans les luttes idéologiques, et on va en parler tout de suite, Fabre, c'est indiscutable, il est du côté des libéraux. Il est du côté des Lumières. C'est un mot qu'il utilise d'ailleurs lui-même. Mais il est du côté de la cause nationale. Ça, c'est indiscutable. Il va même faire de la prison pour ça. Mais au niveau de ses activités financières, il est, je dirais, écuménique. Il est intéressé par ses clients qui sont des libéraux, mais il sait aussi que peut-être qu'une majorité ou une quasi-majorité de ses clients participent à cette montée du conservatisme, du cléricalisme, et il ne peut pas faire semblant que ces gens-là n'existent pas. Voilà ce qu'on peut dire sur Fabre libraire, indissociable, je le regarde, indissociable, Papineau, indissociable Fabre, sa librairie, du mouvement des patriotes. Si les patriotes avaient un siège social, s'ils avaient une adresse pour leurs activités, s'ils avaient un lieu où se rencontrer, s'ils avaient un lieu pour recueillir des noms pour des pétitions, etc., ça se fait toujours à la librairie de Fabre. Et Fabre est un extraordinaire allié du mouvement patriote. Il leur donne des moyens organisationnels. C'est le réseau, c'est encore le réseau d'une certaine façon, organisationnel dont ils ont absolument besoin. Cette gang de députés à l'Assemblée ont besoin que des gens s'occupent de l'organisation de tout ça. Et si Fabre n'avait pas été là, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait, mais il aurait fallu vraiment que quelqu'un d'autre se mobilise, mettre de l'argent, mettre des ressources humaines, mettre de l'espace dans la durée. Ça va durer, son lien avec les patriotes, dont on va parler tout de suite, autour d'une... Je pense qu'on peut dire aisément que pendant 15 ans, il a été un pilier, le pilier financier du mouvement patriote. Excellent. Alors, vous anticipez un peu sur la question qui suivait et le segment, c'est-à-dire Fabre, le citoyen patriote.
Et le document qui est à l'écran, que les auditeurs peuvent apprécier, est un portrait effectivement de Louis-Joseph Papineau, un jeune Louis-Joseph Papineau, qui est conservé aux Archives nationales à Gatineau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire dans la Minerve donc un appel à souscription qui est lancé par Fabre lui-même, qui souhaitait faire publier le portrait de Papineau. Pardon. Et donc, le portrait est finalement réalisé par un artiste irlandais, Sproul, qui est installé à Montréal. Et il est imprimé, non pas à Montréal, on n'avait probablement pas ici l'équipement nécessaire pour cette impression à ce moment-là, mais à Londres, donc en 1832, pour être ensuite réexpédié. Le fruit du tirage était renvoyé à Montréal pour qu'il soit vendu à la librairie de Fabre. Alors, ce portrait de Papineau que Fabre fait publier laisse deviner des liens assez étroits entre les deux hommes, entre Fabre et le mouvement patriote, vous en avez parlé. Si vous pouvez poursuivre un peu sur votre lancée et raconter donc à l'auditoire la nature de ces liens, l'implication de Fabre dans la mouvance patriote et dans les rébellions de 1837-38. On est passé vite tout à l'heure sur le journal de voyage de 1843, où Fabre quitte Montréal. Ce n'est pas n'importe quoi à l'époque de quitter Montréal pour aller à Paris rencontrer son ami Papineau. Il s'était assuré que Papineau avait exigé presque que Papineau se réfugie à New York dans un premier temps, ensuite vers Paris, et où, à Paris, chez sa sœur, évidemment, dont on a parlé tantôt, la sœur de Fabre, où Papineau va habiter pendant longtemps, et Fabre va rejoindre Papineau en 1843. C'est un voyage qui a 3 buts. Évidemment, retrouver son ami, voir dans quel état il est, voir quelles sont les conditions de sa vie, comment il est en lien avec les parlementaires français, etc. Premièrement. Deuxièmement, voir sa famille, sa sœur et les enfants de sa sœur qu'il connaît déjà, et puis son entreprise. Il va profiter de 1843 pour aller à Lyon, pour aller à Bruxelles, pour faire le tour de ses principaux fournisseurs. Fabre, patriote, un citoyen patriote. Il faut voir un peu l'état du Québec du temps, du Bas-Canada du temps, jusqu'en 1840, ensuite du Canada uni, Bas-Canada au Canada. Il y a eu un premier choc que les Canadiens ont absorbé. C'est la fin des circuits coloniaux français. Pendant X temps, je veux dire un siècle et demi plus ou moins, se sont construits des liens entre les fournisseurs français de toutes sortes de choses et puis répondant aux besoins des Canadiens, comme on les appelait à l'époque, qui vivaient le long de la vallée du Saint-Laurent. À l'inverse, les gens qui vivaient le long de la vallée du Saint-Laurent exportaient vers la France. Il y avait un circuit normal au sein de l'Empire français entre le Bas-Canada, entre le Canada et la France. Brutalement, ces circuits-là, tout à coup, n'existent plus. Les nouveaux circuits sont avec la nouvelle puissance coloniale à Londres. C'est Londres. Ça, c'est le premier choc. Le deuxième choc, c'est la crise de l'agriculture. Au moment où les circuits traditionnels coloniaux français s'écroulent, on peut essayer de s'ajuster à d'autres circuits. Et un deuxième choc, baisse de la traite de la fourrure et état de grande dépression de l'agriculture. Fernand Ouellette, l'historien Fernand Ouellette, a fait à ce sujet des travaux absolument définitifs. Et il y a un troisième choc, c'est le fait qu'arrivent des concurrents, des entrepreneurs, des marchands anglophones, anglais, qui viennent d'Angleterre, qui sont à l'aise dans les nouveaux circuits du commerce, qui sont à l'aise avec la forme de gouvernement installée par Londres dans cette colonie-ci, qui ont des lignes de crédit, les bateaux circulent, l'Angleterre a besoin de bois, a besoin de ci, de ça, les circuits s'organisent lentement et les francophones,
parler le langage d'aujourd'hui, ont l'impression qu'ils se font totalement doubler et qu'ils n'ont pas de place dans cette économie. C'est la conviction très profonde de Fabre. Oui, les parlementaires qui se battent pour le gouvernement représentatif, qui se battent pour faire les lois, qui se battent pour contrôler les budgets, c'est une bataille indispensable. Mais c'est une partie seulement de la bataille. On fera des lois, mais comment la société va les accueillir? Qui dans la société a les moyens d'appliquer ces lois, de les utiliser au meilleur sens du terme? Les francophones sont exclus depuis 50 ans. Il faut donc recréer un réseau. Réseau, le mot vraiment revient sans arrêt quand on parle de Fabre, un réseau d'institutions de nature économique qui permettent d'ajouter au volet politique un volet financier et un volet économique. Et là, on va voir Fabre se coller littéralement aux parlementaires, devenir, il n'a jamais été parlementaire lui-même, mais devenir l'animateur, le gestionnaire d'un projet économique à côté du projet politique, les deux étant intimement liés. Fabre et Papineau se parlent de ces projets-là et on voit plein de choses apparaître. En 1834, la Société Saint-Jean-Baptiste apparaît. La Société Saint-Jean-Baptiste, fête nationale. Les francophones, on a une très belle illustration, les francophones s'affirment. On est une communauté, je ne dirais pas une nation, on est une communauté et on crée des moments pour célébrer ce qu'on veut faire ensemble, ce qu'on fait ensemble. La souscription pour organiser la première célébration de la Société Saint-Jean-Baptiste, elle se fait évidemment à la librairie Fabre, comme tout le reste. Et il va devenir le vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste. En 1835, création de l'Union patriotique. Fabre est trésorier. L'Union patriotique, l'objectif, c'est de défendre l'Assemblée contre les interventions et abus autoritaires de la puissance coloniale. L'Union patriotique soutient les projets du Parti patriote, notamment en vue d'obtenir un gouvernement responsable. Création de l'Union patriotique, Fabre est trésorier. La même année, en 1835. C'est extraordinaire ce qu'on voit. Fabre, avec d'autres associés, propose la création d'une banque du peuple. On n'a pas accès au crédit, on n'a pas accès aux grandes institutions financières de Londres, on va créer notre propre institution financière, la Banque du peuple. Ça va être un peu compliqué, ça va être reporté, mais ça va se faire. Et la souscription, je vous laisse le soin de dessiner où elle se fait. Elle se fait au bureau de messieurs Fabre et Perrault. Les banques, Papineau écrit, les banques sont les plus puissants engins maintenant en opération pour nuire aux intérêts de notre pays. Papineau juge sévèrement les banques britanniques. Le plus puissant engin maintenant en opération pour nuire aux intérêts du pays. Qu'est-ce que fait son ami? Il crée une banque du peuple. Elles sont partiales dans leur politique, elles favorisent à 80% les marchands anglais et tout cela conduit à une répartition de plus en plus inégale de la richesse. La même année, Fabre, il est fatigant, hein? Je ne sais pas où il prenait toute cette énergie, participe avec d'autres à la création de la Maison canadienne du commerce. La Maison canadienne du commerce, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais après avoir constaté que le pays a fait des grands progrès depuis quelques années, les Français sont restés dans un état stationnaire, même ont rétrogradé sous le rapport du commerce extérieur. Voilà pourquoi on va créer une institution qui s'appelle la Maison canadienne du commerce, qui va s'occuper
de l'import, export, de tout ce que ça comporte, notamment de canaliser, de contrôler l'épargne pour l'investissement. Et puis, comme on n'est pas en mal de projet, on a le projet d'un bateau à vapeur, le Patriote, pour pouvoir faire ses affaires soi-même, aller vers le continent plutôt qu'aller vers l'Angleterre, sur sa propre, ce qu'ils appellent dans leurs documents, notre marine marchande. C'est extraordinaire. C'est un document de 1800, laissez-moi trouver la date, 1836. Notre propre marine marchande. Tout ça existe avec le soutien constant, la volonté forte de Fabre de doter la communauté du temps, la société du temps, d'institutions financières en parallèle avec les institutions coloniales qui desservent les Canadiens français ou les Canadiens, comme on les appelait à l'époque. Et puis arrive le grand moment, la rébellion elle-même. Où est Fabre? Qu'est-ce que fait Fabre? On vient de voir, excusez-moi, je voudrais en dire un mot quand même. Fabre n'est pas simplement quelqu'un qui parle à ses amis, qui les regroupe, etc. Il est propriétaire d'à peu près tout ce qui compte de journaux à Montréal. Donc, il peut annoncer dans ses journaux, il peut donner de l'espace à des textes qui vont dans le sens de ce qu'on vient d'évoquer, Vindicator, à la Minerve, l'Avenir, d'autres aussi. La rébellion de 37, 38. Le grand texte. Il y a des textes sur le besoin de contrôler les lois, de contrôler le budget, etc. Il y en a depuis 15 ans. Les députés ont déposé plein de textes à l'Assemblée. La synthèse de tout ce que réclamaient les Québécois, les Canadiens du temps, elle est dans les 92 résolutions. C'est un moment fort de notre histoire en 1834. Les 92 résolutions, c'est la synthèse de tout ce qui a été déposé, comme je viens de le dire, plus les ajouts qu'on vient de parler, notamment du domaine de l'économie. Il y a une très grande assemblée à Montréal pour faire connaître les 92 résolutions. Fabre préside cette assemblée. Il n'est pas caché quelque part, il n'est pas quelqu'un qui soutient sans vouloir se compromettre publiquement. Il est membre du comité permanent de soutien aux 92 résolutions et il préside l'Assemblée de Montréal. Les événements vont se produire. Fabre va se cacher pendant 7 mois. Il va être mis en prison en 1938 et on a des textes, 2 textes notamment, cet examen. Et puis ensuite, on a une pétition de prisonniers qui demandent au gouverneur de libérer, au nom de la justice et de l'humanité, leur ami, Édouard Raymond Fabre, lequel vient d'apprendre la maladie de sa femme, etc., etc. L'attachement de Fabre et de Papineau. L'attachement de Fabre et de Papineau, j'espère que je vais me démêler dans mes textes. 2 textes. Lorsque Fabre décède, Papineau écrit « J'ai rempli de douloureux devoirs en écrivant dans un temps si rapproché à Mme Fabre et à M. Vigée à l'occasion des pertes si déchirantes qu'ils viennent de faire. Que Dieu nous fasse la grâce que ce soit la dernière victime qu'il appelle à lui par l'entremise du choléra, dans le cercle si restreint des bons et vrais amis que je conserve à Montréal, de ceux que j'aime depuis longtemps. » À l'inverse, pas à l'inverse, mais Fabre apporte sa contribution à un texte qui va être écrit par Joseph Doutre
sur Fabre à l'occasion de son décès. Et Papineau écrit « Il était un patriote désintéressé et constant. Sa foi patriotique inébranlable. Sa générosité, son libéralisme abondant et toujours renaissant. Caractérise Fabre, mais il n'était connu que du cercle étroit de ses plus intimes amis dont j'avais le bonheur de faire partie. Ses diverses fonctions, comme trésorier général de notre presse, comme trésorier des comités électoraux, des commissions et associations de toutes sortes, ont rendu au pays des services insignes. » C'est assez, comment dire, convaincant. Je ne voudrais pas tirer une conclusion parce que chacun peut, ceux qui nous écoutent, tirer leur propre conclusion. Je voudrais vous partager la mienne. Il me semble que l'histoire qu'on vient de raconter, c'est une histoire d'une entreprise qui réussit, une entreprise dans le secteur culturel, ce n'est pas tout à fait évident, au moment où l'approvisionnement est surtout au moins à 50% et davantage en provenance de France et que les liens avec la France sont coupés. Ça prenait une volonté extraordinaire, une résilience très grande pour tenir pendant 33 ans et en faire une entreprise véritablement rentable. Une réussite, je pense qu'on peut dire une grande réussite d'affaires. Fabre était un entrepreneur qui a réussi. J'ajouterais, il a compris, avec d'autres, mais il s'est engagé plus que tous les autres d'une certaine façon, que le projet politique du temps, on l'a qualifié déjà, la maîtrise des lois, du budget, etc., que c'était la moitié de ce qu'il fallait faire. Il fallait y ajouter un levier de développement économique qui manquerait aux Canadiens, même s'ils avaient le contrôle de leurs lois et du budget. Et une certaine idée, donc, du destin des Canadiens s'affirme. Il a créé tout ce qu'on a créé, on ne va pas reprendre ce qu'on vient de dire exactement. C'est la première fois. C'est sans doute incomplet, c'est sans doute une première fois, donc pas tout à fait abouti, quoique, que l'affirmation symbolique, Saint-Jean-Baptiste, l'affirmation politique, gouvernement responsable, et l'affirmation économique des institutions contrôlées par les Canadiens, au service des Canadiens, que ces trois affirmations se retrouvent dans une même préoccupation, dans un même combat, dans une même lutte. Et moi, je lis l'histoire du Québec à partir de ça, comme à toutes les étapes, que ce soit avec Mercier, avec Godbout, avec Le Sage, avec Bourassa, avec Lévesque, comme des mises à niveau de ça. Le besoin de symboles, le besoin de maîtriser les domaines politiques essentiels pour la conservation notamment culturelle, et puis que ça ne se fait pas si on ne contrôle pas des entreprises économiques. Et je vois entre le projet des Patriotes, dans sa totalité, comme on vient de le dire, et la Révolution tranquille, quelque chose comme des cousins lointains dans l'histoire, il y a des ressemblances de famille absolument certaines. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je crois qu'on a encore quelques minutes. Jean-François, s'il y a des questions ou des observations. Oui, tout à fait. C'était excellent, Jean-Louis Roy. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Donc, présentation très éclairante. Vous nous avez présenté un homme énergique, fatigant, comme vous l'avez dit, dans le bon sens du terme, écuménique, je retiens ce mot également, un véritable entrepreneur qui a réussi, comme vous l'avez bien dit, libraire, citoyen, patriote. Vraiment, vous avez bien su replacer le parcours de cet homme dans son contexte social, économique et politique. Et vous avez vraiment bien démontré toute l'importance de conserver ces archives, que ce soit à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou ailleurs. Donc, je vous remercie énormément. Une gerbe de remerciements pour vous, comme vous avez l'habitude
de nous le dire. Jean-François, juste un mot, en refaisant ce voyage dans ce livre et les archives, etc., j'étais sans arrêt en train de me demander, je voudrais partager cette question que je me pose à moi-même, si on n'y prend pas garde, est-ce que ce qu'on fait avec les archives numériques, est-ce que ça nous permettra, je vois comment il aurait fallu aller partout pour faire ce rassemblement d'affirmations, de textes, de gravures, d'images, etc. Finalement, refaire le portrait de cet individu et de la période. Je me dis, est-ce qu'en ce moment, on est à la Bibliothèque nationale du Québec, cousine des Archives nationales du Québec, est-ce qu'on est sûr qu'on garde ce qui doit être gardé dans cette période un peu extraordinaire, très riche de transition vers le numérique? Ça risque d'être un peu long, cette transition. Moi, c'est une question qui me vient à l'esprit et j'espère que la réponse, c'est oui. Oui, effectivement, c'est une question pratiquement existentielle pour les archivistes ou les bibliothécaires patrimoniaux. Nous sommes, je crois, dans la bonne voie avec, par exemple, des projets de dépôt légal de publications numériques. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a d'énormes défis pour nos collègues archivistes, pour les bibliothécaires également, de préserver tout ce qui est numérique. Nous avions des réflexes pour tout ce qui était papier et il va falloir en développer de nouveaux pour cette nouvelle culture qui est en place quand même depuis un certain temps, mais qui prend de l'ampleur. Et je le vois avec mes enfants qui vivent dans un écosystème numérique et donc c'est leur culture et leur propre société. Et il faut que les bibliothèques et les archives s'adaptent à cette situation et s'assurent de préserver le présent pour les historiens du futur. Donc, effectivement, j'ai les mêmes préoccupations peut-être avant de m'endormir le soir. Très bonne question. Je ne vais pas trop me répéter, mais c'était vraiment, vous avez répondu à l'appel que nous avons lancé. Mille merci encore une fois, Jean-Louis Roy, et puis au plaisir. Pour l'auditoire qui est avec nous, je vous recommande de bien surveiller le calendrier de BANQ pour connaître les dates des prochaines rencontres de la série Mémoire de papier. Nous parlerons de représentation de plantes, de monstres, d'histoire du tourisme au Québec et d'ornements sur les cartes géographiques. Donc, ce sera un plaisir de vous retrouver au courant de l'automne. Au plaisir!